Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre 8 stratégies innovantes pour moderniser l'évaluation. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à Daniel Cyr, notre formateur. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour, oui. Alors, quelques consignes avant d'aller plus loin pour cette formation. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser de module intégrant l'intelligence artificielle pour enregistrer le tout automatiquement, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro. Et en parlant justement de micro, ben merci tout le monde parce que je vois que vous avez mis votre micro en sourdine. C'est une bonne habitude à prendre lorsqu'on est en virtuel. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Mon intro est terminé. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et Daniel, c'est à toi. Merci, Louis. Plaisir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous remets dans la boîte de clavardage le lien vers l'atelier, la présentation. Alors, si vous pouvez vous y joindre, si vous avez des difficultés, laissez-moi un petit message dans la boîte de clavardage, puis on va voir à pouvoir vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici là, avec moi ce matin pour cet atelier. Alors, je vais vous présenter 8 stratégies innovantes pour moderniser l'évaluation. Donc, on y va. En débutant, je voulais prendre le temps de faire une reconnaissance du territoire. Alors, je voudrais remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Aniatario pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Personnellement, je me retrouve présentement dans la région Gatineau, donc je suis sur les terres traditionnelles des Anishinaabe. Donc, pour cet atelier, donc je commence par me présenter. Alors, qui je suis? Donc, vous avez mes coordonnées qui sont là. Donc, mon nom est Daniel Cyr. Je suis enseignant de sciences au secondaire depuis, on va dire, très longtemps. Alors, je débute, je crois, ma 26e année d'enseignement. J'enseigne les sciences donc de la 9e à la 12e année, majoritairement les cours de chimie, 11e, 12e année, aussi les cours de sciences 9e année. Vous avez mes coordonnées qui sont là, donc mon courriel, mes liens vers les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas si jamais, après la présentation, vous avez des questions, vous voulez continuer la conversation ou quoi que ce soit, échanger, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Durant mon parcours, j'ai aussi fait différentes choses. J'ai été conseiller pédagogique pendant un certain temps. Je suis présentement responsable de la section des sciences à mon école. Et plus personnellement, je suis un grand amateur de plein air. On avait une conversation tantôt, on parlait de chalet. Alors, j'ai un petit chalet. J'aime beaucoup faire la rénovation de mon chalet, mais je suis aussi un grand amateur de plein air, là, surtout de randonnée. Et je reviens justement d'une longue randonnée là, dans le parc de la Gaspésie, là, toute la section de la Gaspésie. Alors, une expérience plutôt assez enrichissante et plutôt extraordinaire. Donc, ça, c'est un peu pour moi. Alors, qui je suis? Donc, pour cet atelier aujourd'hui, ce que j'ai pensé vous présenter, c'est différentes stratégies pour un peu transformer nos évaluations. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, mais peut-être d'apporter des modifications pour s'adapter un petit peu à la réalité de la présence de l'intelligence artificielle
Puis je vais vous montrer des exemples tantôt de ce que l'intelligence artificielle est en mesure de faire. Et je vous dirais qu'en préparant cet atelier-là, j'ai été assez surpris et même que je vais devoir repenser à nouveau à mes évaluations parce que c'est assez surprenant ce que l'intelligence artificielle est en mesure de faire. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter un peu différentes stratégies et en même temps donner l'opportunité de réfléchir à vos stratégies et vous donner aussi peut-être des trucs ou des astuces pour simplifier l'évaluation parce qu'on sait tous que l'évaluation, ça peut être lourd. C'est un aspect qui peut être lourd dans nos tâches quotidiennes. Donc, en termes d'objectifs, comme je disais, découvrir et vous familiariser avec différentes stratégies. Je vous ai mis des ressources aussi. Vous allez voir dans la présentation, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Vous donner le temps de réfléchir à vos propres stratégies. Peut-être, donc, on est à quelques semaines, là, quelques jours de la rentrée. Donc, c'est un bon temps pour le faire. Et aussi, j'espère qu'on va avoir la chance de discuter un petit peu, de partager vos propres stratégies d'évaluation et peut-être que votre expertise pourra nous inspirer tous. Alors voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu de moi. Alors, je vous ai dit qui j'étais, ce que j'aimais faire, mais j'aimerais savoir un peu qui vous êtes aussi. Donc, c'est une petite période dans la présentation où je vous donne la parole. Donc, dans la boîte de clavardage, j'apprécierais si vous pouviez juste m'indiquer, ben, je n'avais pas besoin d'indiquer votre nom parce qu'on le voit, là, mais peut-être quelle matière vous enseignez, à quel niveau, puis peut-être quelque chose d'autre à propos de vous, là, combien d'années d'expérience vous avez, est-ce que vous êtes nouveau dans la profession ou euh, vous êtes comme moi, là, un peu plus chevronné, on va dire. Alors, je vous donne quelques minutes. Prenez le clavier, écrivez-moi quelque chose dans la boîte de clavardage, ou encore, si vous voulez préférer prendre le micro, c'est parfait aussi. Alors, science, j'aime ça. 5e, 6e année, 24 ans d'expérience, un peu comme moi. Bonjour de Gatineau. 26 ans d'expérience, OK. 14 ans d'expérience. Conseillère pédagogique. Mathématiques depuis 26 ans, OK. Géographie. Ah, on a quelqu'un qui est nouveau, c'est bien. Ah, pédagogique. On a beaucoup de gens très chevronnés. Wow. Physique, chimie, 12e, 6e année. Ah, annexion. On cherche un prof de chimie, là, ça devrait pas, absolument, il y a des postes disponibles pour des profs de sciences, là. 22 ans d'expérience, oh, donc, on a beaucoup de gens qui sont très chevronnés. J'aime ça, c'est bien. Je suis un peu, je dois vous admettre, je suis un peu surpris, mais non, j'aime ça. Fantastique. Voilà. Excellent. OK. Alors, euh, donc, je vous mets un petit peu en contexte. OK? Alors, l'idée de cet atelier ici, c'est un peu en réaction avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, veut pas, avec l'intelligence artificielle, il faut un peu transformer nos façons de faire parce que, comme je disais, l'intelligence artificielle est assez surprenante de ce qu'elle est capable de faire. Donc, nos tâches traditionnelles, nos élèves peuvent facilement les partager avec ChatGPT, puis finalement, ils vont avoir un travail fait en pas grand temps, en n'ayant pas fait beaucoup d'efforts. Alors, je vous donne un exemple ici. À gauche sur la présentation, j'ai essayé de l'ouvrir, je vais vous le montrer. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir accès à le travail comme tel. Alors, je vous partage l'onglet. Ici, c'est un travail
qu'on donnait à nos élèves de façon traditionnelle, c'était une petite recherche sur un élément du tableau périodique. Bon, rien de spectaculaire. L'élève devait faire une affiche, soit papier ou électronique, et ensuite une petite présentation à la classe. Et là, on avait tous les détails de ce qu'on demandait dans le travail. Alors, j'ai eu comme idée de dire, ben, je vais envoyer ça à mon ami ChatGPT et je vais voir qu'est-ce qu'il est capable de me produire. Alors, je lui ai demandé de l'aide. Alors, je lui ai lancé ceci, je lui ai dit bonjour, il faut toujours être poli avec notre ami là. Alors, je lui ai dit bonjour, j'ai demandé est-ce qu'il peut m'offrir de l'aide. Il m'a dit bien sûr. Okay. Je lui ai donné le détail du projet. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait copier-coller. Et là, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit absolument. Okay. Et là, si vous voyez, il me donne, et là, il va même me guider. Alors, il fait même me guider à savoir parce que dans le fond, l'élève doit choisir un élément du tableau périodique. Quel élément est-ce que tu veux choisir? Est-ce que tu veux un élément plus simple, plus complexe? Il me donne des choix, des possibilités. Il me donne même des conseils sur les choix à choisir. Et une fois que j'ai choisi mon élément, bien là, il va me donner, donc j'avais choisi l'aluminium ici. Il me guide à travers le projet et ensuite, il me donne toute l'information dont j'ai besoin pour compléter mon projet. Alors, c'est assez spectaculaire. Ensuite, il me demande, est-ce que tu veux des images pour compléter ton affiche? Est-ce que tu veux que je te produise le texte que tu dois mettre sur ton affiche? J'ai dit oui. OK. Alors, là, à ce moment-là, il me produit un modèle de l'affiche avec les sections, donc le titre, les différents éléments. Il me propose des images et si je lui avais demandé, il aurait pu m'en créer des images ou m'en trouver des images pour mettre sur la fiche. À la fin, il me donne une bibliographie. Je lui ai demandé de me donner une bibliographie complète du format APA. Il m'a donné une bibliographie complète. Je n'ai rien eu à faire. Et ensuite, il m'a demandé, est-ce que tu veux que je te prépare un texte simplifié pour ta présentation? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Et là, il m'a même préparé un texte pour ma présentation sur l'aluminium. Et finalement, il me demande, est-ce que tu veux des questions et réponses possibles que ton enseignant pourrait te poser? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Alors, il m'a même suggéré des questions et les réponses possibles qu'un enseignant pourrait demander à ce travail-là lors de ma présentation orale. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'étais vraiment surpris à quel point la machine était capable de me produire quelque chose comme ça et de me guider dans le processus. Il m'a demandé aussi même si je voulais un script plus détaillé. Je lui ai dit non, à ce moment-là, ce ne sera pas nécessaire. Donc, c'est assez surprenant. Donc, nos tâches traditionnelles de recherche, il faut les revoir parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut voir qu'il nous produit quelque chose assez rapidement. Bon, des fois, il y a des petites erreurs, mais quand même, à ce point-là, c'était quand même très bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai transformé un peu l'activité. Avec mes élèves, j'étais allé au Musée des sciences et technologies et si vous n'êtes jamais allé au Musée des sciences et technologies, à un moment donné, il y a une voiture déconstruite. Et cette voiture-là, en dessous, il y a un détail de tous les éléments du tableau périodique qui se retrouvent dans la voiture. Alors, j'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, ben, on va de reproduire un peu ça avec mes élèves, de dire, ben, prenez un objet du quotidien, trouvez les éléments de quoi ils sont composés, et ensuite aller faire une recherche à partir de ça. Donc, je me suis dit, ça va être un petit peu plus comme, il y a un peu plus de recherche là-dedans, il y a un peu plus de réflexion, il y a un peu plus de pensée critique, mais quand même, et ensuite, au lieu de faire une présentation, je veux qu'il me fasse une infographie. Encore une fois, je vais en parler tantôt, l'infographie, ça pousse les élèves à un peu plus de réflexion, à consigner l'information. Donc, ça fait appel à des processus de réflexion un petit peu plus élaborés. Je me suis amusé à demander à ChatGPT s'il était capable de faire ce travail-là. Et là, il m'a vraiment surpris. Bon, encore une fois, j'ai dit bonjour, merci, tout ça. J'ai été gentil avec lui. Mais là, regardez ce qu'il est capable de me produire. Alors, je vais partager l'onglet comme tel. Alors, on voit ici
à la fin, je lui demande de me produire une infographie. Et l'intelligence artificielle est en mesure de produire une infographie. Bon, on s'entend, il y a quelques petites erreurs sur l'infographie. Et là, par exemple, l'image ici qu'on voit, la distribution des électrons n'est pas bonne. Il y a des petites erreurs dans le texte ici et là. Bon, au niveau de l'infographie, ça ne répond pas vraiment à un critère d'infographie parce qu'il y a beaucoup trop de texte sur l'image. Mais quand même, c'est assez surprenant. Bon, il y a deux parties à ce travail-là. Donc, il y a une autre partie où il devait prendre un objet du quotidien puis le décortiquer pour indiquer quels sont les éléments qui se retrouvent à l'intérieur. Ça, ici, l'intelligence artificielle n'a pas été en mesure de le faire, mais quand même, j'ai demandé de me produire donc une canette d'aluminium puis d'indiquer les éléments qui se retrouvent dans la canette d'aluminium. Il me produit ceci. Donc, ça ne correspond pas vraiment au travail comme tel. Mais ça me donne beaucoup d'idées et beaucoup d'informations par rapport à ce que peut faire l'intelligence artificielle. Et je dirais que je pense cette année, avant de donner une tâche à mes élèves, une chose que je vais faire, c'est lancer la tâche dans l'intelligence artificielle pour voir qu'est-ce que la machine est capable de produire. Comme ça, par la suite, j'ai une meilleure idée à savoir, bien, est-ce que le travail est authentique ou non, ou bien est-ce que je dois modifier un petit peu ma tâche pour tenir compte des capacités de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un petit peu pour mon introduction sur les différentes stratégies à utiliser. Alors, avant que je me lance dans mes présentations de stratégie, j'aimerais vous entendre encore une fois, soit dans la barre de clavardage ou s'il y en a qui veulent prendre le micro, ça me ferait un grand plaisir. Est-ce qu'il y a des stratégies d'évaluation que vous utilisez en salle de classe qui fonctionnent bien, des stratégies que vous considérez innovantes, qui sont différentes, qui ne sont pas traditionnelles, papier-crayon ou quelque chose comme ça? Donc, faites-moi part de vos stratégies. Là. Je veux vous entendre à ce niveau-là. Donc, si vous avez, soit dans la barre de clavardage, je vous donne la parole quelques instants, ou encore s'il y en a qui veulent prendre le micro, là, ça me ferait un grand plaisir. Ça, c'est pas toujours moi qui parle. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies que vous utilisez qui fonctionnent bien? Kahoot, oui, oui. BlueCAD, celle-là, je ne le connais pas. WordWall, oui, je pense que j'ai une bonne idée de ce que c'est. Alors ça, j'aime beaucoup. Le balado, créer des annexes de réflexion lorsqu'un élève décide d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, je pense que ça, c'est une voie à suivre. Demander à l'élève sa réflexion personnelle. En général, les élèves font la présentation après la classe, et moi, effectivement. À l'oral, souvent, ça l'aide à avoir une meilleure idée de la compréhension de l'élève. Mais encore, j'ai été surpris. Vous avez vu dans l'intelligence artificielle, il propose des questions que l'enseignant ou l'enseignante pourrait poser et les réponses à ces questions. Donc, un élève qui est bien à son affaire, là, il pourrait là, être bien préparé. Là. Alors, apprendre les choses sans vraiment les comprendre. Magic School, celle-là, je ne le connais pas du tout. Intéressant. Si vous avez d'autres stratégies. La vidéo, oui. Oui, vidéo aussi. La vidéo aussi, j'en parlais tantôt, c'est une bonne stratégie parce qu'évidemment, ben, on voit l'élève. Donc, mais maintenant, l'intelligence artificielle peut faire des vidéos aussi. Alors, ça devient. Oui, ça, j'aime ça. Oui. Donc, discuter en groupe et ensuite produire individuellement. Lorsqu'ils nous produisent quelque chose sur place qu'on voit, évidemment, c'est plus une garantie de l'authenticité.
Ah, ça c'est intéressant. Des photos qu'ils n'ont pas vues avant et les réponses se font en temps réel. Alors, je pense qu'on a. Oui, oui, oui. Je vais vérifier ça, Magic School. Ça m'intrigue. OK. Alors, allons-y avec les différentes stratégies. Alors, je vous présente mes 8 stratégies et vous allez voir sur chacune des diapositives. Je vous ai mis aussi des ressources que vous pouvez utiliser là, si vous voulez utiliser ces différentes stratégies-là. Bon, la première stratégie, c'est l'infographie. Alors, le travail que je vous ai parlé précédemment, l'élève choisissait un objet de son quotidien. Il allait trouver quels sont les éléments qui composent cet objet-là et ensuite, il allait faire une recherche sur un des éléments en particulier et l'information devait le consigner tout ça sous forme d'une infographie. L'avantage de l'infographie, justement, c'est que c'est un format où il n'y a pas beaucoup de texte normalement. Je vous ai mis ici un exemple d'une infographie que j'ai trouvée sur le site du Centre Franco. Si je devais être un peu critique de cette infographie-là, personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu trop de texte encore. Okay? Alors, je privilégie beaucoup les images. Donc, quand il y a moins de texte, l'élève doit faire cet effort-là d'aller consigner quelles sont les informations importantes, quelles sont les images qui vont avoir un sens, qui vont vouloir dire quelque chose, et regrouper ça dans un format qui est plus compact. Donc, ça leur demande un exercice de pensée critique beaucoup plus élaboré. On peut voir que l'intelligence artificielle nous donne une infographie tantôt où il y avait beaucoup, beaucoup de texte. Donc, oui, l'information est là, mais au niveau du principe du travail, là, de l'intention du travail, là, cet élève-là n'aurait pas eu un très bon résultat quand même si toute l'information était là, parce qu'il n'a pas réussi à synthétiser cette information-là. Je vous ai mis des liens pour l'infographie. Donc, il y a un lien ici, là, évaluer, différencier, réussir. C'est une ressource du Centre Franco très bonne par rapport à la différenciation pédagogique. Je vous invite à aller le voir. Et en termes d'outils, on a Canva, bien évidemment, et un autre outil que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle PictoChart, qui ressemble à Canva, mais qui permet aussi de faire des infographies. C'est un outil qui est un petit peu plus simple. Canva, il est moins élaboré, plus concentré sur pour l'infographie. Donc, pour certains élèves qui ont un peu plus de difficultés avec l'informatique, ça peut être une idée. Ou des élèves plus jeunes, par exemple, qui ne vont pas aller se perdre dans tout le reste. Dans Canva, si je vous partage cet onglet-ci, si jamais vous allez dans Canva, vous pouvez tout simplement aller dans les modèles. Puis, par exemple, si on tape infographie ici, on a toute une série de modèles d'infographie. Alors, l'élève peut tout simplement choisir un modèle et ensuite l'adapter à ses besoins. Okay? Alors, quand on voit une infographie, là, il y a beaucoup souvent de. L'information, elle est concise, elle est contenue. Règle générale, il n'y a pas énormément de texte. Donc, privilégier l'aspect visuel plus que le texte. Et bien honnêtement, comme enseignant ou enseignante, corriger une infographie, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant que corriger, par exemple, un projet de recherche où il faut lire tout ce que l'élève a écrit un peu. Alors, l'infographie, c'est au niveau de la correction aussi, ça nous simplifie la tâche beaucoup. Alors, ça, c'est un des outils que j'utilise quand même beaucoup dans mes classes, donc l'infographie comme telle. Un autre outil que j'ai commencé à utiliser, que je trouve super intéressant, qui est très semblable à une infographie, mais encore plus restreint si on veut. Je n'ai pas de traduction française, je l'appelle le one-pager. Et là, le one-pager, on peut l'utiliser dans tous les domaines, dans différents contextes. Je l'ai vu beaucoup utiliser, là, si vous tapez sur un outil de recherche one-pager, vous allez avoir beaucoup d'images de gens qui utilisent cette technique-là, par exemple, pour des résumés de romans ou ouais, c'est ça, des résumés de romans, finalement. Donc, les élèves vont utiliser ce modèle-là. Et c'est souvent très illustré. Ça peut se faire à la main. On peut le faire de façon électronique, bien évidemment, mais on peut le faire à la main. Puis je trouve qu'on peut l'adapter à plusieurs scénarios. Moi, je l'ai utilisé, entre autres, pour un rapport de laboratoire en sciences. Donc,
je faisais un laboratoire en sciences et je disais à mes élèves, ben, vous avez une page, un one-pager, vous devez faire votre rapport de laboratoire dans le one-pager. Donc, vous avez une seule page pour votre rapport de laboratoire. Il doit y avoir les résultats, l'analyse, tout est là sur une seule page. Ils peuvent le faire à l'informatique, mais ils peuvent le faire à la main aussi. Donc, par exemple, le schéma du montage, ils le font à la main. Ce qui fait, ça donne un beaucoup plus grand élément d'authenticité. Si on retourne dans Canva, Canva va nous donner des modèles de one-pager aussi. Alors, si on tape one-pager, vous allez avoir des modèles de one-pager. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'infographie quand on utilise un outil informatique pour le faire, sauf que c'est un peu plus court. Okay? Donc, une infographie, ça peut être très long. Okay? Un one-pager, c'est vraiment une page. Donc, on parle 8,5 par 11 ou 8,5 par 14 et toute l'information se retrouve sur une seule page. Okay? Alors, ça force l'élève à développer son esprit critique, à savoir quels sont les éléments importants. Ça déstabilise un petit peu aussi les élèves. J'ai plusieurs élèves qui disent, oh, monsieur, je ne peux pas mettre toute cette information-là dans une seule page. Ça ne se fait pas. Je dis, ben oui, ça se fait. Alors, il faut que tu trouves quelles sont les informations qui sont importantes et non. Alors, ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup et de plus en plus. Au niveau de la correction, c'est plus rapide. Tout est sur une seule page. Et on peut vraiment voir si l'élève est allé à l'essentiel et était capable de faire le tri de l'information importante et l'information qui est un petit peu moins. Okay? Si vous le faites à la main, si vous le faites en classe, bien évidemment, au niveau de l'authenticité, on est garanti à ce moment-là de l'authenticité. Je vous ai mis ici un exemple. On retrouve ceci sur le site du Centre Franco. C'est ce qu'on appelle les modèles de Freyer. Donc, des fois, dans un one-pager, on peut aussi donner une espèce de gabarit que l'élève va aller remplir des cases. Donc, il y a des cases vides, puis ça, c'est l'information qu'on va trouver dans ces différentes cases-là. Alors, ça peut aider à guider l'élève, surtout au début, là, quand ils ne sont pas trop habitués à des one-pagers, qu'est-ce que je dois mettre? D'avoir ce gabarit-là, ça peut être intéressant. Et je vous ai mis ici un lien aussi sur un article en lien avec justement l'utilisation des one-pager. Oui, l'utilisation du one-pager, les cartes conceptuelles. On a un lien aussi. Ça, j'ai une stratégie, je n'ai pas pensé. Les cartes conceptuelles, ça va être beaucoup aussi. Alors, ça, c'est pour ma deuxième stratégie. Et là, je vous amène à la troisième stratégie. On en a parlé tantôt, il y en a qui l'ont mentionné dans la boîte de clavardage. Une stratégie que j'aime utiliser, que je n'utilise pas assez, c'est l'utilisation de la vidéo. Bon, pourquoi j'aime beaucoup l'utilisation de la vidéo? Parce qu'il y a un côté authentique à l'utilisation de la vidéo. Bon, quoi qu'il faut faire attention parce qu'on a des outils d'intelligence artificielle qui commencent à être capables de faire des vidéos aussi. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là aussi. Mais le bon côté, c'est que dans la vidéo, si l'élève apparaît dans la vidéo, ben, on est pas mal certain de l'authenticité de cette vidéo-là. Okay? Encore une fois, Canva peut faire des vidéos maintenant. Donc, ça simplifie beaucoup le processus. Parce que souvent, dans la vidéo, ce qui peut être compliqué, c'est le montage. Et là, c'est pas tout le monde qui est des monteurs de vidéos professionnels. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et des fois, les élèves ils en font trop dans la vidéo et là, la vidéo devient très, très lourde et là, ça devient difficile à télécharger, etc. Donc, l'utilisation d'un outil comme Canva simplifie beaucoup, beaucoup le processus et ça permet d'aller à l'essentiel. Parce que souvent, quand je dis à mes élèves, quand je veux une vidéo, ben, c'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Okay? Alors, que le montage soit plus ou moins bon, je n'ai pas besoin d'effets spéciaux. Non, ce qui est important, c'est ce qui se dit dans la vidéo. Donc, Canva, c'est un outil très, très simple pour faire des vidéos. Ils peuvent mettre une petite musique, etc., là, sans trop compliquer les choses, mais d'aller chercher l'essentiel de la vidéo. Si vous utilisez WeVideo aussi, c'est un autre bon outil qui permet de faire assez facilement des vidéos.
Tout est basé sur le web, donc pas besoin de télécharger d'autres outils ou d'autres applications comme telles. Et une utilisation que je fais de la vidéo, que j'aime beaucoup, puis là, on peut utiliser, si vous utilisez soit l'environnement Google ou l'environnement Microsoft. Alors, si vous êtes sur Google Classroom ou encore sur Teams, il est possible de demander à l'élève de s'enregistrer, de se filmer. Alors, c'est une stratégie que j'utilisais beaucoup durant la pandémie. C'est-à-dire que, par exemple, je donnais une question à un élève, même des évaluations. Okay? Il y avait une question qui était posée à l'élève et je disais à l'élève, ben, je veux que tu me répondes, mais en réel. Donc, je veux que tu t'enregistres. Un peu comme l'ancien, si vous vous souvenez, là, il y avait Flipgrid qui est devenu Flip, qui finalement a disparu. Un peu dans cette idée-là. Donc, d'avoir l'idée d'un élève qui s'installe devant sa webcam, comme je suis ici aujourd'hui, puis tout simplement, parle-moi. Okay? Je veux t'entendre. Je veux que tu m'expliques un concept. Ça peut être un concept très simple. Je me souviens, en 9e année, des fois, je disais à mes élèves, ben, expliquez-moi la différence entre un conducteur et un isolant et trouvez-moi un conducteur et un isolant dans votre environnement. Alors, les élèves, bon, ils vont s'installer devant leur webcam, ils vont enregistrer, ils vont me dire, ben, un isolant, c'est ça, un conducteur, c'est ceci. Voici un exemple, voici un exemple. Finis la vidéo, envoie ça dans Classroom. On peut faire la même chose dans Teams. Donc, des petites vidéos comme ça, simples, ça permet de vérifier la compréhension de l'élève assez rapidement. Ça s'évalue très bien. C'est aussi souvent agréable de regarder une vidéo. On a des élèves, des fois, qui peuvent être très, très créatifs, donc c'est divertissant. Donc, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, mais malheureusement, je ne l'utilise pas assez. C'est une stratégie qu'on peut aussi utiliser pour soi, pour se simplifier la tâche, des fois pour donner des instructions. On le faisait durant la pandémie, on n'avait pas le choix. On était en virtuel, donc on donnait les instructions à l'oral. Donner des instructions à l'oral, ça peut être très, très, très efficace. Souvent, on l'oublie, on le met sur papier, puis on pense que l'élève va lire. Mais dans le fond, il ne va pas nécessairement tout lire ce qui est inscrit. Tandis que quand on dit à l'oral, ben, il va peut-être être un petit peu plus attentif. Puis des fois, ça peut être plus simple, nous-mêmes, d'enregistrer nos directives, puis tout simplement pousser ça dans Classroom ou encore pousser ça dans Teams, cet petit enregistrement-là de nos directives. Alors, ça peut nous simplifier la vie aussi. Je vous ai mis ici un exemple que j'avais fait durant la pandémie. C'est un petit vidéo que j'avais fait d'un laboratoire. Donc, j'avais fait le laboratoire à la maison, j'ai ramassé les résultats, j'ai enregistré tout ça, j'envoie ça à mes élèves et je leur demande de faire un rapport de laboratoire en fonction des résultats qu'ils voient là-dessus. Donc, la vidéo peut être très, très, très utile comme stratégie d'évaluation. Je vous ai mis un lien ici. Je vous invite fortement à aller voir ce lien-là. Ça s'appelle One Second Every Day. C'est un type, dans le fond, à un moment donné, qui a décidé de filmer 1 seconde de chacune de ses journées pour en faire un film. Alors, si vous filmez 1 seconde de chacune de vos journées, au bout de l'année, vous avez un film de 365 secondes. Donc, je ne ferai pas le calcul là. OK. Ça. Et ça semble un peu à la base, on se dit, ben, 1 seconde, on ne voit pas grand-chose dans 1 seconde, mais c'est surprenant à quel point une seule seconde nous donne beaucoup d'informations. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais dans 1 seconde, il y a 30 images. Alors, c'est 30 000 mots dans 1 seconde. Alors, je l'ai déjà utilisé avec mes élèves à quelques reprises où je leur dis, ben, vous devez prendre des petits clips d'1 seconde, mettre ça ensemble. Ça peut être intéressant, ça donne des idées, dépendamment du projet, dépendamment du sujet. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Ou encore, des fois, on a l'impression qu'une vidéo, ben, il faut que ça soit long, mais on peut donner des contraintes à nos élèves à dire, ben, tu as 10 secondes pour m'expliquer un concept, ou tu as 15 secondes. Donc, il faut que tu me fasses un clip de 15 secondes. Et ça force l'élève à développer justement son esprit critique et d'aller à l'essentiel du message comme tel. Alors, ça, c'est ma stratégie numéro 3. Bon, je vais passer la vidéo. Je ne pense pas que vous voulez. Attendez une minute. Aïe, aïe, aïe. OK. Stratégie numéro 4. Il y a quelqu'un qui en a parlé plus tôt. Je ne me souviens plus.
j'ai vu la balado. C'est Stéphanie qui nous a parlé de la balado. Je ne sais pas si Stéphanie voulait nous en parler un petit peu plus, comment vous utilisez la balado là, dans votre classe. On va ça vous entendre, si ça ne me dérange pas. Je ne peux pas mettre personne là, sur la sellette. Là. Ça dans la boîte de clavardage. Je vais juste prendre le micro. Là. Donc, la balado-diffusion, c'est aussi un autre bel outil. Des fois, la vidéo, ça peut être lourd un peu. Et puis, aussi, on a des situations où des élèves n'aiment pas se voir à la caméra ou ils n'aiment pas qu'on les voit à la caméra. Ils ont toujours peur quand ils font une vidéo. Est-ce que les autres vont voir ça? Je dis, non, c'est juste moi qui vais le voir. Il y en a qui sont mal à l'aise. Donc, la balado a cet avantage-là que c'est uniquement la voix. Bon, on a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent imiter les voix, mais là, on ne pense pas que c'est jusqu'à là présentement. Donc, la balado, ça peut être super intéressant aussi. Beaucoup plus simple à faire que la vidéo. Donc, l'élève peut tout simplement s'enregistrer sur son téléphone, son Chromebook, peu importe. Ça se fait assez facilement. Il y a plein de petits outils faciles là-dessus. Ce qui est intéressant aussi avec la balado, c'est qu'il peut y avoir un avant, un pendant et un après. Donc, la balado, c'est pas seulement que je m'installe, puis je parle, puis je dis n'importe quoi. Il faut que je prépare. Donc, un peu comme un texte en français ou une présentation orale. Donc, il y a toute une préparation qui vient avant. Il faut le structurer et tout ça. Donc, il y a du travail qui peut être fait avec les élèves à ce moment-là pour développer leur balado, donc préparer leur balado. Il y a évidemment l'enregistrement, qui est une chose. Et ensuite, comme Stéphanie avait mentionné, l'idée de la réflexion après, bien, il peut y avoir un après aussi. Alors, c'est un petit outil qui est très, très intéressant. C'est un outil que malheureusement, je sous-utilise aussi en classe, mais que je veux utiliser davantage. Stéphanie nous dit qu'elle ne trouve pas son micro, c'est bien correct. En anglais 4C, j'avais demandé de la recherche, une entrevue, un titre pour sa balado et une musique de fond. Je cherchais de l'intensité des réactions à leur recherche, oui. Ce qui est intéressant aussi avec la balado, c'est que je l'ai déjà fait où j'ai des élèves qui ont réussi, par exemple, à faire des entrevues avec certains professionnels dans différents domaines de recherche. Alors là, ça devient très intéressant. Donc, préparer justement l'entrevue, les questions, ensuite faire le montage, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne garde pas nécessairement de toute l'entrevue, et ensuite peut-être une réflexion, une présentation par la suite. Donc, la balado devient un outil très, très intéressant aussi. Encore une fois, une balado, ça peut être très long, ça peut être 1 heure, mais on ne veut pas nécessairement ça. Là. Je ne veux pas écouter mes élèves pendant 1 heure, surtout si j'en ai 30 dans ma classe. Donc, mais ça peut être très, très court. Là. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Et ce qui est intéressant comme prof, c'est que ben, ça se corrige bien dans le fond. Alors, je peux l'écouter. Et là, je le corrige. Des fois, c'est moins lourd que le lire. Donc, c'est un petit outil qui est super intéressant aussi. Donc, je vous ai mis aussi des ressources en dessous. OK? Balado DLS. DLS, pourquoi? Parce que c'est mon école comme telle. C'est une présentation que j'avais faite à des élèves. Donc, c'est un outil que j'utilise pour présenter la balado à mes élèves. Tantôt, on avait Stéphanie, je crois, qui nous parlait de la réflexion après la balado. On peut se servir aussi, au lieu que l'élève produise des balados, de leur demander d'écouter des balados et leur demander des billets de sortie par rapport à ça. Souvent, ce que j'utilise, c'est un billet de sortie de type, là, j'appelle ça 1, 2, 3. Je partage ici pour montrer un peu ce que c'est. Donc, en termes, j'essaie de voir si je peux le mettre un petit peu plus grand. Là. Donc, billet de sortie 1, 2, 3. Alors, quand je leur demande, puis là, on peut faire ça, par exemple, si notre classe produit des balados, on peut demander aussi aux élèves d'aller écouter la balado de quelqu'un d'autre.
et de critiquer ou de faire une réflexion par rapport à celle-ci. Donc, ça, c'est un billet de sortie que j'utilise souvent dans différents contextes. Là, le billet de sortie 1, 2, 3. 3, donc 3 connaissances que l'élève a appris. 2 informations qu'il a trouvées intéressantes. Et finalement, une question qui est toujours en suspens. Alors, ça, c'est le type de billet 3, 2, 1 ou 1, 2, 3 que j'utilise assez régulièrement pour la balade. Et finalement, ben, vous pouvez voir, j'ai encore ma figure qui est ici. J'ai eu la grande chance de participer à un entretien avec Louis, qui était là tantôt, justement de faire une balado là, pour le compte du Centre Franco. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site du Centre Franco dans les instituts 24/24. Alors, je vous invite à aller m'écouter puis écouter cette conversation-là que j'ai eue avec Louis, là, si ça vous plaît. Je prends 2 minutes, je vais regarder vos messages dans la boîte de clavardage et je vous donne un petit peu la parole. Est-ce qu'il y en a une de ces 4 stratégies-là que vous avez déjà utilisées, qui a bien fonctionné? J'aimerais vous entendre en même temps. Stéphanie dit oui, les élèves ont écouté les balados de leurs camarades de classe et ensuite ils devaient écrire une critique. Oui, ça c'est très bien. Donc, l'évaluation par les pairs. Donc, souvent, on n'avait fait pas suffisamment cette évaluation-là. Souvent, on se donne le fardeau de toute cette évaluation-là. Donc, d'utiliser l'évaluation par les pairs, ça peut être très bénéfique. Michel qui demande pour la vidéo, la balado, comment savoir si l'élève lit son texte? On a des élèves qui mettent le tout dans ChatGPT puis ils lisent le texte. Effectivement, ça, c'est une possibilité. On peut, je vous dirais, on ne peut pas nécessairement contrer ça, mais avoir une meilleure idée de l'évaluation avec la préparation. Donc, si on a des étapes préalables, comme je disais tantôt avec la balado, ce n'est pas seulement qu'on s'installe puis on lit le texte. Donc, il y a une préparation. Donc, on va structurer pour que notre texte soit cohérent. Et aussi, des fois, si on donne des limites de temps. Alors, ça l'aide beaucoup. Si on dit tu as 1 minute, ben, dans 1 minute, tu dois aller assez en profondeur, tu dois aller chercher les éléments essentiels, mais tout en allant en profondeur. Donc, en donnant des limites de temps, ça peut aider à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a un suivi à faire préalable avant la vidéo. Alors ça, je trouve ça intéressant, faire des balados en lien avec l'objet, un musée d'artefacts. Donc, il y a un suivi. Donc, c'est ça souvent, c'est que ce soit la vidéo, la balado, il y a peut-être un avant, donc une préparation, un pendant et un après aussi. Alors, ça, c'est intéressant. Des vétérinaires, des psychologues. Donc, ce qui est intéressant avec la balado, c'est justement d'aller faire des entrevues avec des gens de la communauté, par exemple. Et là, à ce moment-là, on est certain de l'authenticité du travail comme tel. Donc, je vous donne une petite minute. Inscrivez-moi dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'il y en a une de ces 4 stratégies-là que vous avez utilisées durant dans vos cours, que vous utilisez soit fréquemment ou à l'occasion? Est-ce qu'il y a une de ces stratégies-là que vous voudriez peut-être explorer davantage? Vous dire, ça, dans ma classe, il me semble que j'aimerais ça faire ça. Hein? Ou encore, s'il y en a qui veulent prendre le micro, là, vous êtes toujours le bienvenu. Si vous avez des questions aussi, je laisse 1 minute d'écriture. Avant de poursuivre avec mes autres stratégies. Donc, maintenant, on dit qu'elle a utilisé la vidéo, la balado, infographie. J'aime beaucoup l'infographie, mais je me rends compte qu'avec l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait un travail de préparation avant l'infographie. Donc, c'est peut-être des feuilles de route
que l'élève doit remplir pour nous indiquer quelles sont les informations qu'il va aller placer dans son infographie avant de créer l'infographie comme telle. Angèle qui nous dit définitivement c'est l'infographie, la balado. Oui. Hein? Non, je vais partager. Allons-y avec les autres stratégies maintenant. Ma prochaine stratégie que j'utilise maintenant beaucoup, que j'ai commencé à utiliser il y a déjà quelques années, c'est le portfolio. Comme je dis, moi, j'enseigne les sciences. Donc, j'enseigne les sciences niveau 11e, 12e année, chimie particulièrement, 11e, 12e année. Puis en chimie, les élèves sont appelés à résoudre des problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a différents sujets, différents problèmes. C'est un peu que, il y a beaucoup de mathématiques, dans le fond. C'est beaucoup comme les maths. Et l'élève doit se pratiquer beaucoup pour développer des automatismes pour résoudre différents types de problèmes. Bon, quand j'en ai 25 dans la classe, ils sont en 11e, ils sont en 12e, je peux évidemment pas me mettre à vérifier les devoirs, puis chaque élève, est-ce que tu as fait tes problèmes? Est-ce que c'est humainement pas possible. Donc, l'utilisation du portfolio devient super intéressant. Alors, et là, quand on passe au portfolio, des fois, on peut dire hey, c'est compliqué un portfolio, puis des fois, on passe à un portfolio où on a une espèce de petite chemise et les élèves mettent des choses là-dedans, ou des fois, on peut passer au portfolio où il faut que je prenne des photos de l'élève en action. C'est pas nécessairement ça. Donc, le portfolio, on peut renverser la responsabilité du portfolio à l'élève. C'est-à-dire qu'on donne la responsabilité à l'élève, démontre-moi ce que tu as appris. Okay? Alors, c'est à toi de me fournir tes preuves de ton apprentissage. Alors, ce n'est pas moi à aller les chercher. Donc, moi, je vais aller les chercher dans des tests, des rapports de lab, des trucs comme ça. Mais je te donne aussi l'occasion de me démontrer qu'est-ce que tu connais, de me démontrer tes preuves d'apprentissage. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement en utilisant un gabarit, là, comme une présentation bien normale. Alors, j'ai utilisé, moi, je suis dans un environnement Google, donc j'ai utilisé Google Slides. Donc, on a un petit Google Slides ici. Donc, développer un slide avec des sections où l'élève doit aller ajouter des pièces. Alors, par exemple, ici, c'est un exemple en chimie 11e année où il doit résoudre des problèmes sur les lois des gaz. Alors, j'ai une petite section ici où il doit m'expliquer ou me mettre la formule de la loi de Bohr-Mariotte, la loi de Charles. Un exemple d'un problème qu'il a fait et sa résolution qui est après. En 11e année, mes élèves font ça pour chaque module. Donc, à la fin du module, j'ai leur portfolio pour ce module-là. Ça a deux bénéfices. Un, pour moi, je peux voir est-ce que l'élève a fait du travail. Bon, on s'entend là, l'élève aurait pu juste remplir ça puis faire rien d'autre. OK. Mais en même temps, ça me démontre est-ce qu'il a fait au moins l'effort de faire ce minimum-là. Okay? Alors, j'ai des élèves, par exemple, ils vont avoir un mauvais résultat sur une évaluation, puis ils vont me dire, ben, monsieur, pourquoi j'ai eu un mauvais résultat? Moi, je peux retourner au portfolio et dire, regarde, ton portfolio, il est vide. Tu n'as probablement pas fait assez d'exercices, tu n'as pas fait assez de problèmes. C'est pour ça que tu as mal réussi. Mais en même temps, pour l'élève, ça a une autre fonction, c'est que ça lui sert de révision. Donc, tous les grands thèmes du module se retrouvent dans le portfolio. Donc, à la fin du module, quand il vient le temps de se préparer pour son évaluation, il peut tout simplement sortir son portfolio et aller revoir tout ça. Et en plus, j'ai ajouté un petit élément interactif ici, vous pouvez peut-être voir en bas ici, là, au niveau de sa compréhension. Je lui demande d'évaluer sa propre compréhension, donc de faire une auto-réflexion et dire, bien, ce concept-là ici, est-ce que je le maîtrise? Est-ce que je le maîtrise moyennement ou je ne le maîtrise pas du tout? Et là, à ce moment-là, ça l'aide ensuite à l'élève pour guider sa préparation pour les évaluations, pour dire, bien, quels sont les éléments sur lesquels je devrais me guider davantage? Vous allez me dire, ouais, mais l'élève, peut-être qu'il ne remplira pas ça puis qu'il va bien réussir. Oui, ça se peut. Souvent, ce que je leur dis, je dis, ça, c'est une preuve supplémentaire de ton apprentissage et ça vient moduler ta note. Okay? Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as moins bien réussi sur une évaluation, mais que tu as complété ton portfolio, ben à ce moment-là, c'est une preuve que quand même, tu avais des connaissances, donc ça peut venir moduler ta note.
Puis la même chose, ben, juste parce que tu réussis très bien sur une évaluation, ça ne veut pas dire que tu maîtrises le sujet. Donc, s'il n'y a rien dans ton portfolio, ça peut moduler ta note dans le sens contraire aussi. Alors, ça va dans les deux sens. Donc, c'est un outil que je trouve qui est très, très utile. Puis au niveau d'évaluation, on s'entend, là, je ne vais pas aller voir en plein détail tous les éléments, mais on peut l'adapter, le portfolio, à nos besoins. On peut rajouter, par exemple, une section de réflexion à la fin. Donc, il y a plein de possibilités qui peuvent être faites avec le portfolio. On peut mettre des images. Donc, dans la résolution de problèmes, par exemple, mes élèves ne vont pas nécessairement réécrire le problème là. Ils vont prendre une photo de leur problème qu'ils ont fait sur papier, puis ils vont l'insérer à l'intérieur. Donc, c'est un outil qui est très, très, très polyvalent, que j'essaie d'utiliser de plus en plus. Je vous ai mis un lien ici, c'est un livre justement sur la documentation, la collecte de preuves d'apprentissage. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir un petit peu plus en détail là, pour ce livre. Sixième stratégie. Là, vous ferez signe peut-être en cliquant. L'élève peut utiliser l'IA pour compléter son portfolio. Oui, il pourrait. Je vous dirais, il pourrait peut-être. Dans mon cas, ça serait. C'est vrai que maintenant, l'IA peut. On peut lui donner un problème de chimie. Il va réussir à résoudre le problème de chimie. Mais au moins, il aura fait peut-être l'effort de voir comment résoudre le problème de chimie. C'est certain que le portfolio, ce n'est pas ça qui va déterminer son résultat final. Donc, c'est une preuve d'apprentissage parmi plusieurs. Donc, je pense que je serai en mesure de voir à ce moment-là s'il a utilisé le portfolio, s'il a utilisé l'intelligence artificielle et qu'il n'a pas fait les problèmes. Puis ça va se refléter aussi dans l'évaluation. Oui, je dirais un peu plus formatif, en effet, mais ça me permet aussi d'avoir un suivi de la progression de l'élève et je vous dirais que c'est très utile lors des rencontres de parents. Quand les parents se disent ben, comment ça se fait que mon élève ne réussit pas ou quoi que ce soit, je peux sortir le portfolio et me dire regarde, il ne fait pas ses travaux, là, c'est clair. Ou encore, si je vois que ça a été utilisé l'intelligence artificielle pour faire le portfolio, mais je peux dire, ben, regarde, il ne fait pas vraiment, il utilise l'intelligence artificielle pour le faire. Donc, je dirais le portfolio, ça devient un outil complémentaire à tout le reste de l'évaluation. Ma sixième stratégie, si vous connaissez cette stratégie-là, ça s'appelle le Thinking Classroom. En français, je pense qu'on l'appelle la classe collabo-réflective, quelque chose comme ça. L'idée, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a parlé un petit peu plus tôt, c'est l'idée, par exemple, que les élèves vont travailler en petite équipe. Souvent, je les fais travailler au tableau. Donc, l'idée, c'est d'avoir des surfaces verticales. Comme ça, je peux voir leur réflexion. Donc, ils vont travailler en groupe pour résoudre des problèmes et ensuite, une fois qu'ils ont terminé de résoudre le problème, ils vont retourner de façon individuelle pour prendre en note ce problème-là ou se faire des notes personnelles pour eux plus tard pour se préparer pour les autres évaluations. Donc, ce travail collaboratif-là, l'idée de la collaboration aide beaucoup à la compréhension de l'élève, mais deux, le fait qu'ils travaillent à la verticale et que je peux voir sur les murs leur réflexion, ça me permet de mieux juger à quelque part leur niveau de compréhension. Et le fait qu'ils travaillent en équipe aussi, ben, s'il y en a qui ont une compréhension plus élevée, d'autres qui ont une compréhension plus faible, ça ils permettent de s'entraider de cette façon-là. Les grands principes de cette technique-là, si on veut, de cette stratégie-là, d'un, c'est travailler en groupe, des petits groupes, je dirais 3, 4 maximum. Après ça, il y a toujours quelqu'un qui ne travaille pas dans le groupe. De faire des groupes de façon aléatoire. Donc, j'ai un petit outil que j'utilise. Je vous ai mis le lien ici, ça s'appelle Flippity. Super facile. Je l'affiche sur ma télé. Puis là, je dis, OK, on fait des groupes. 3, 2, 1, je pèse. Puis les groupes se font de façon aléatoire. Des fois, les combinaisons ne sont pas celles que moi je voudrais, mais ce n'est pas grave. Puis parce que c'est pour un travail ponctuel pendant le cours, les élèves chialent un peu, mais parce que ce n'est pas un travail à long terme, à longue haleine, ils vont s'habituer puis ils vont se dire, OK, ben, aujourd'hui, je travaille avec cette personne-là, peut-être que je m'entends moins bien avec cette personne-là, mais c'est juste pour un petit travail d'une demi-heure ou d'une période. Après ça,
La prochaine fois, je vais être avec peut-être mes amis, on ne sait jamais. Donc, d'avoir des groupes aléatoires importants. Utiliser des surfaces verticales, donc que je puisse voir le travail des élèves. Super intéressant. Okay? Donc, ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations, de voir où ils sont, de pouvoir ajuster aussi mon enseignement à ce niveau-là. Okay? Je vous ai mis des liens. Vous pouvez aller voir un petit peu plus loin au niveau de la stratégie du Thinking Classroom. C'est beaucoup, beaucoup utilisé en mathématiques, mais ça peut être utilisé dans tous les domaines comme tel. Et ensuite, on peut même utiliser ça ici comme évaluation parce qu'à la fin d'une activité de type Thinking Classroom, on peut demander aux élèves de nous remettre leur résumé ou leur réflexion ou leurs impressions, peu importe. Et là, ça peut servir de preuve d'apprentissage aussi. Alors, petite stratégie à garder en tête. On est quoi? 11 et 12. Les plus efficaces, oui, plus formatifs. Oui, des preuves d'apprentissage supplémentaires pour le portfolio. Ma 7e stratégie, je vous dirais, cette stratégie-là, elle est un peu plus spécifique aux sciences, mais je suis content, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui enseignaient des cours de sciences, mais je vous dirais que c'est une stratégie qui peut s'appliquer dans différents domaines. Elle peut s'appliquer aussi en français beaucoup, même en géo, en histoire, pour guider la réflexion et organiser la pensée des élèves. Je vous mets un petit peu en contexte. Dans les cours de sciences, souvent, on demande aux élèves de produire un rapport de laboratoire. Et là, dans le rapport de laboratoire, tu as la structure traditionnelle du rapport de laboratoire, donc l'objectif, le matériel, les résultats. Et ensuite, il y a l'analyse des résultats. Oui, on a Julie qui demande le lien vers la présentation. Oui, je vous remets ça tout de suite dans la boîte de clavardage. Je crois que je l'ai ici. Voilà. Je vous reviens. Voilà pour le lien. Donc, comme je disais, donc l'analyse des résultats. Et là, un des défis que les élèves avaient au niveau de l'analyse des résultats, c'est que souvent, ils vont à peu près dans toutes les directions. Alors, ils commencent à parler de quelque chose et ensuite, ils parlent d'une autre chose. Ils reviennent parler de la première chose. Ça allait dans toutes les directions. Donc, les élèves avaient beaucoup de difficultés à organiser leurs pensées. Et j'ai découvert cette stratégie-là. En anglais, ça s'appelle CER. On appelle ça Claim Evidence Reasoning. Okay? C'est un peu, si vous passez en français, lorsqu'on organise un paragraphe, par exemple, un texte d'opinion. Quand on commence notre paragraphe, notre première phrase, dans le fond, c'est l'idée du paragraphe. C'est quoi notre opinion? Okay? C'est quoi notre argument? Premier argument. Et ensuite, dans le cœur du paragraphe, on va développer l'argument. Donc, on va l'expliquer. Et donc, le raisonnement. Puis, on va donner les preuves de notre argument. Alors, c'est un peu le même principe qu'on utilise en sciences, dans le fond, pour organiser leur pensée qui en même temps de l'analyse. Donc, dans un rapport de laboratoire, la première chose, il y a une réponse, il y a une question. Donc, dans l'analyse, c'est quoi la réponse à ta question? Ensuite, quelles sont les preuves que tu as pour arriver à cette réponse-là? Et finalement, c'est quoi le raisonnement? C'est quoi le lien avec les explications scientifiques? Cette façon d'organiser la pensée peut être appliquée à d'autres domaines. On peut l'appliquer, par exemple, en géographie, en histoire, par exemple, sur un événement historique et leurs conséquences dans le futur. Et donc, les élèves vont créer, par exemple, dans le fond, un petit paragraphe. Donc, en sciences, au lieu de demander un rapport de laboratoire complet, bien, souvent, je leur demande seulement une analyse APR. Donc, leur affirmation, quelle est la réponse de la question que tu te posais au départ? Okay, donc, de ton laboratoire, qu'est-ce que tu as trouvé comme résultat? Montre-moi tes preuves. Alors, explique-moi tes preuves. Donc, tu peux avoir des tableaux, des graphiques, tu peux avoir une petite explication. Et ensuite, le cœur de tout est le raisonnement. Et souvent, je vais leur fournir un gabarit comme celui-ci
où ils vont tout simplement mettre les informations au bon endroit. De mon côté, ça simplifie beaucoup la correction. Okay? Leur texte, leur analyse est structurée, est organisée. Ça me permet de suivre tout ça. C'est beaucoup moins long qu'un rapport de laboratoire complet à corriger. Et pour eux, ben, ça les aide. Ça les aide beaucoup à organiser leurs pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais dans un laboratoire, souvent, là, les élèves commencent leur raisonnement puis ils n'ont même pas donné la réponse à la question au départ. Alors, de cette façon-là, ça permet d'organiser leurs pensées. Et Fogon Mounla, ce serait génial pour les géos parce que les élèves commencent par un enjeu, expliquent les causes, les conséquences, puis doivent trouver les solutions. Oui. Des cas déplacés avec Dakit, mais... Alors, s'il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, juste mettre votre micro en sourdine, s'il vous plaît. Je sonne deux fois. Donc, oui, en géo, ça s'applique. L'âme, là. Oui. Ah bon? On est obligé à déplacer machine. Alors, Magali, je crois que votre... Qui sonne, mal déplacer machine. Je sais pas si regardez-moi l'âme qui campe et attends-moi. Je vais juste le faire. Voilà. Alors, voilà. C'est ça. Là, oui, je viens de le fermer. Ça va. Donc, une petite stratégie ici. OK. On avance dans le temps. La dernière stratégie que je vous offre, et celle-là, elle est un peu plus éclatée. Mon école est une école avec une concentration artistique. Donc, des fois, j'essaie d'intégrer cet aspect-là au niveau de mon enseignement et au niveau des tâches que je vais donner aux élèves. Alors, je vous dirais, gênez-vous pas. Quand vous avez une tâche particulière, vous avez un travail que vous donnez souvent à vos élèves, de le transformer pour y intégrer un aspect artistique. Alors, ça peut être, par exemple, prendre une tâche que les élèves faisaient, puis transformer, je ne sais pas moi, en bande dessinée, le transformer en livre pour enfants, le transformer en une sculpture. Vous avez des gens qui ont ces intérêts-là, de le transformer en un dessin, une chanson, okay, chanter un travail, ou même une danse. Et je vous dirais, je vous ai mis un lien ici, c'est super intéressant, vous irez voir ça. Okay? Il y a un concours annuel qui s'appelle en anglais Dance Your PhD. Fait que finalement, si vous avez fait un doctorat, c'est de créer une danse pour expliquer votre sujet de thèse de doctorat. C'est un concours qui a lieu à chaque année. C'est vraiment intéressant et les gens sont très créatifs. Et à la fin, on écoute ça et on dit hey, j'ai comme l'impression de comprendre c'était quoi sa thèse de doctorat. Alors, gênez-vous pas d'utiliser ces aspects-là, le côté artistique de nos élèves. Une danse, je ne crois pas que l'intelligence artificielle est encore en mesure de créer une danse. On a des élèves qui ont des intérêts pour les arts, ou ça peut être un intérêt pour les sports aussi. Donc, de faire des liens avec leurs intérêts comme tels, ça permet d'avoir ce côté authentique et de sortir un petit peu du cadre comme tel de l'école. Je vous donne un autre exemple bien simple. Un projet que j'ai fait avec mes élèves de sciences 9e année, que j'aime beaucoup, que je fais beaucoup. Je leur demande de produire un système solaire à l'échelle, mais de façon artistique. Ça veut dire qu'ils doivent me représenter le système solaire d'une façon originale, tout en gardant un aspect d'échelle à quelque part. Donc, ils peuvent représenter la distance entre les planètes, ils peuvent représenter la taille des planètes, ils peuvent représenter la masse des planètes, le nombre de lunes, peu importe. Mais ça doit être de façon originale et ça ne peut pas être un système solaire traditionnel avec les petites boules comme tel. Et là, j'ai des élèves qui me font des projets extraordinaires. J'en ai un à un moment donné qui a fait un projet où il a comparé le volume. C'est un nageur. Donc, il a comparé le volume des planètes avec la quantité d'eau. Donc, il a dit, ben, si la Terre, c'était 1 verre d'eau, telle planète, ça serait 2 verres d'eau, 3 verres d'eau, 4 verres d'eau. Puis là, il buvait chacun des verres d'eau. Et là, il a fait un petit vidéo avec ça, c'était bien cute. Puis là, quand il arrivait à Jupiter, qui est notre plus grande planète,
ben, c'était l'équivalent de son bain au complet qu'il devait boire. Bon, évidemment, il n'a pas bu de toute l'eau du bain, mais c'était intéressant de voir comment on peut intégrer des éléments d'originalité, d'artistique dans les travaux comme tels, et ça permet de maintenir cette authenticité-là. Donc, je vous ai mis des liens aussi qui peuvent vous aider. Donc, vous pourrez aller voir là, cette idée-là de danser son thèse de doctorat. Je vous ai mis un lien ici vers le Centre Franco. Il y a des ressources d'activités d'apprentissage pour différents niveaux scolaires. Donc, des fois, c'est de prendre une idée là et de dire hey, comment je peux la transformer. L'idée, ce n'est pas nécessairement de réinventer la roue, mais des fois, on part d'une idée puis hey, on va la transformer d'une autre façon et ajouter un aspect artistique, par exemple. Ça peut être super intéressant. De produire un super-héros ou une scène selon leur créativité, de la chaleur en utilisant les concepts vus lors de la leçon. Ils sont des très incroyables. Oui. Créer un super-héros. Donc, utiliser leur créativité, ça permet de vérifier cette authenticité-là aussi. Je vous montre aussi un lien pour un Padlet. Je vous ai mis le lien ici. J'ai regroupé dans un même Padlet différentes ressources par rapport à différentes stratégies. Il y a des liens qui sont là. Je ne suis pas certain si tous les liens sont encore bons. Ça fait quand même un certain temps que j'avais fait ça. Donc, pour aller voir, donc les stratégies que je vous ai présentées ici, comme la balado-diffusion, l'infographie, le one-pager, la vidéo, etc. Donc, vous allez retrouver là, le Thinking Classroom. Vous allez trouver toute une série de liens ici, de ressources qui peuvent vous aider puis peut-être vous inspirer pour transformer un petit peu vos stratégies d'évaluation. Je vois le temps filer. Donc, j'ai dit à 10h55. Donc, je vais filer pour les dernières diapositives. Puis ensuite, on aura le temps pour des questions, des réflexions par la suite. Okay. Ça, on prend 2 minutes. Est-ce qu'il y en a une de ces stratégies-là que je vous ai présentées parmi les 8 que vous dites, ah, celle-là, j'aimerais l'utiliser. OK? Est-ce qu'il y en a une là-dedans? Puis je pense, dans le fond, l'idée, c'est un peu ça, de dire, ben, cette année, au moins, si j'essaie une ou deux, on va voir. Okay? Ah, ça, je pourrais faire ça, une ou deux. Puis ensuite, ça nous amène à dire, OK. Puis là, une fois que je l'ai essayé, ben, peut-être que je peux en essayer une autre. Puis on bâtit là-dessus. Michel me parle du one-pager. Oui, je l'aime beaucoup, celui-là. Surtout pour moi, parce que ça me simplifie la correction beaucoup. L'idée qu'on peut le faire à la main aussi, ça a cet aspect-là aussi authentique. L'infographie, bien évidemment, ça que j'utilise beaucoup aussi. Le portfolio, oui, méthode APR, définitivement. Le portfolio a l'avantage de responsabiliser aussi les élèves. L'idée du portfolio, ce n'est pas nous qui devons créer le portfolio, mais c'est eux qui doivent créer le portfolio pour nous le transmettre comme tel. One-pager, balado, portfolio à la place des devoirs, papier, oui. Oui. Il y en a plusieurs qui me parlent de la méthode APR. Vous irez voir, on a une belle présentation. J'ai une collègue qui a fait une présentation sur la structure de la méthode APR. Vous irez voir ça, c'est bien pour structurer la pensée de l'élève. Souvent, les élèves, là, ils vont dans toutes les directions, là, donc bien structuré. Souvent, je leur dis, des fois, tu vas avoir un moins bon résultat, pas parce que les idées ne sont pas bonnes, c'est parce qu'ils sont mal structurés. Donc, le lecteur n'est pas en mesure de suivre. Il n'y a pas une ligne directrice à ta pensée. Alors, des fois, ça les nuit un peu. OK. Alors, je termine en vous donnant quelques petits conseils et des recommandations. Première recommandation que je vous donnerais, variez vos stratégies d'évaluation durant l'année. C'est mieux pour nous, c'est moins redondant, c'est moins routinier. Les élèves aussi, ça maintient leur intérêt. Donc, d'utiliser différentes stratégies là, durant l'année scolaire, c'est une bonne idée. Quand vous donnez une tâche, des fois, on a tendance à dire, ben, choisissez le format que vous voulez. Je vous dirais, évitez de donner des formats ouverts. Je dirais, c'est préférable d'imposer ou de limiter à, par exemple, 2 choix.
parce que je me suis rendu compte que quand on donnait le choix aux élèves, bien, ils ont tendance à toujours choisir le même type de tâches. Donc, on a des élèves, par exemple, qui disent, bien, moi, je suis très bon à faire des infographies. Ils vont toujours faire des infographies. D'autres vont toujours faire une balado. Donc, n'ayez pas peur là, de dire, OK, c'est pour cette tâche-là, c'est ça que je veux que tu me produises. OK? Ou donner 2 choix, mais pas plus. Contrainte de temps, donc limiter le temps ou la dimension. Si on parle de one-pager, tu as une page, 8,5 par 11, il faut que ça rentre là-dedans. Ça les force à développer leur esprit critique et à être créatif aussi. On en a parlé tantôt, morceler les différentes étapes de la production. Donc, par exemple, la balado, il y a un avant, un pendant ou un après. Une des choses que je ne vous ai pas présentées ici, mais par exemple, pour les sources de référence, j'ai commencé à faire avec mes élèves une fiche où ils doivent, un peu comme on faisait avant, là, les petites cartes, là, où ils doivent m'indiquer quoi le lien, okay? Donc leur référence, et quelles sont les informations qu'ils sont allés chercher dans ce lien-là comme tel. Ça permet de vérifier un petit peu aussi l'authenticité et qu'ils ont fait le travail et de suivre leur progression durant la tâche. Donc, prévoir des éléments qui démontrent l'authenticité. Donc, évidemment, si on entend leur voix, si on les voit, ou encore s'il y a des photos, mais on veut que ce soit des photos qu'eux ont prises, des fois, on peut demander d'ajouter un objet à l'intérieur de la photo pour qu'on puisse vérifier l'authenticité. Donc, pensez à ces éléments-là qui peuvent vérifier l'authenticité. Et gênez-vous pas, avant de donner une tâche aux élèves, proposez cette tâche-là à l'intelligence artificielle et regardez ce que l'intelligence artificielle est capable de vous produire. Et à ce moment-là, vous allez avoir une bien meilleure idée de pouvoir détecter est-ce que le travail est authentique ou non à ce moment. Et je vous laisse un petit peu avec un bonus, OK? Pour nous aider à nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert qui m'aide énormément dans ma tâche et qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide quand vient le temps de donner de la rétroaction et d'évaluer les travaux. Considérez donner de la rétroaction à l'oral. Il y a différents outils qui peuvent être utilisés. Je vous ai mis des liens ici vers 2 outils. Vous pouvez regarder. Il y en a d'autres aussi. Que vous soyez dans un environnement Google ou encore dans un environnement Microsoft, il y a des outils qui existent qui permettent de donner de la rétroaction à l'oral. Et je vous dirais, ça a transformé mon évaluation. Parce que écrire, c'est bien, c'est correct, mais des fois, on fait des fautes, puis là, ça peut être long, etc. Puis je ne suis pas certain que les élèves vont lire nécessairement tout ce qu'on écrit. Mais à l'oral, c'est différent. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Plus de chances que les élèves vont nous écouter aussi. Et les outils que je vous ai donnés là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, moi, quand je corrige un travail d'un élève, bien, je peux partir l'enregistrement, je peux mettre une pause, je peux lire une section du travail, faire un commentaire. Et donc, l'élève reçoit dans le fond un fichier audio complet avec tous les commentaires. Je n'ai pas besoin d'écrire, de surligner ou quoi que ce soit. Ça simplifie beaucoup le processus. Donc, je vous encouragerais à aller explorer cette possibilité-là d'utiliser une rétroaction à l'oral. Je pense que vous allez en être très, très, très gagnant. Donc, voilà. Alors, dans cet atelier, l'objectif était de découvrir et de vous familiariser avec différentes stratégies. Alors, j'espère que ça a été le cas. Réfléchir à vos propres stratégies d'évaluation. Donc, je pense que ce que j'ai pu voir dans la boîte de clavardage, je peux voir que c'est le cas. Et partager. Donc, j'ai vu différentes stratégies que je ne connaissais pas. Magic School, que je vais aller explorer, entre autres. Donc, ça peut être très intéressant. Alors voilà, j'ai dit à Louis tantôt que je terminerais à 10h55. J'ai terminé un petit peu avant 10h46. Je vous remets mes coordonnées qui sont ici. Vous avez mes coordonnées. Si vous voulez me rejoindre, ne vous gênez-vous pas pour me rejoindre, pour me contacter, pour me suivre sur les médias sociaux si vous voulez. Suivre mes randonnées, justement. Vous avez le formulaire aussi de rétroaction. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous aide vraiment
améliorer et à m'améliorer comme tel, comme présentateur, comme formateur d'une année à l'autre. Donc, voilà, j'ouvre. Je vais laisser peut-être la parole à Louis quelques instants, puis ensuite, je prendrai les questions s'il y en a. Excellent. Écoute, Daniel, merci beaucoup pour cette formation. Très inspirante, très créative, évaluée différemment dans ce monde où est-ce qu'on est des fois torturé par l'intelligence artificielle. Je trouve que d'avoir des façons d'évaluer différemment, c'est excellent. Alors, merci. Je vais arrêter l'enregistrement et je reviens avec le mot de la fin. Excellent. Alors, on a encore quelques minutes. Donc, si vous voulez prendre la parole, prendre le micro, si vous avez une question, vous voulez me jaser un petit peu, ça me ferait grand plaisir. Je sens que j'ai beaucoup parlé pendant la présentation. Ou encore, si vous avez des questions dans la boîte de clavardage, gênez-vous pas.